mesdames, messieurs, savez-vous combien d'enfants sont mariés chaque jour? Chaque jour, ce sont plus de 37 000 enfants qui sont mariés de force. Dans le monde, une femme sur 5 a été mariée avant ses 18 ans. En 2021, au Niger, le taux de mariage forcé chez les filles s'élève à 76%. Ce qui est de loin le taux le plus élevé du monde, devant le Tchad, et c'est 68%. Le Niger compte 4,8 millions d'enfants mariés, donc 2 millions qui l'ont été avant l'âge de 15 ans. Vous rendez-vous compte? Vous me direz. Mais pourquoi il y a autant de mariages forcés? La pauvreté est l'une des causes principales du mariage d'enfants au Niger, car elle fait naître l'espoir d'une prospérité économique, tant pour les filles que pour leurs parents. Dans certaines régions, le prix de la dot ou d'autres avantages économiques perçus au moment du mariage représente une source de revenus immédiate pour les familles pauvres. Je vais vous raconter l'histoire d'une adolescente qui s'est enfuie de chez elle et s'est réfugiée chez sa tante afin d'éviter un mariage forcé. C'est l'histoire de Nana. À seulement 15 ans, elle a pris l'une des décisions les plus importantes et les plus courageuses de sa vie. S'enfuir de chez elle, éviter un mariage forcé, une union non désirée, un mari violent et une situation de quasi-esclavage. Mais comment peut-on lutter? Éduquer. L'éducation des enfants doit être heureuse, car plus un enfant reste à l'école longtemps, plus le risque d'être marié tôt diminue. Augmenter la lutte contre la pauvreté. Si les familles pauvres avaient un revenu plus stable, elles seraient moins tentées de marier leurs enfants pour des raisons économiques. Protéger. Il faudrait appliquer une loi claire qui protège juridiquement les enfants. Tel l'article 144 du Code civil français qui nous dit que le mariage ne peut être contracté avant 18 ans et plus. Ou encore l'article 202-1 qui mentionne que, quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des deux époux. Discuter. Il faut donner plus de pouvoir et de parole aux filles. Car une fille informée est plus en capacité de se méfier d'un mariage forcé. Ce n'est que grâce à vous, à notre prise de conscience citoyenne, que nous pourrons vaincre le mariage forcé. Merci de m'avoir écouté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour évoquer le droit des femmes à l'investissement, plutôt ce qu'il investe. Voici quelques chiffres pour vous remettre dans le contexte. Sachez que plus de 28 millions sont sous l'emprise des talibans depuis le 15 août 2021. Selon l'ONU, près de 80% d'entre elles sont ni scolarisées, ni employées et ni en formation. Où sont-elles à votre avis et est-ce leur choix? L'Afghanistan est un pays plongé dans la pauvreté, où seules les solutions de survivre et de se soumettre à la charia ou d'entrer dans la clandestinité. Farida, 24 ans, titulaire d'un master en anglais, a choisi l'inégalité. Elle a envie toutes ses économies pour fonder une école clandestine pour des filles âgées de 11 à 15 ans. Cette jeune fille qui ne sera jamais professeure, car là-bas, l'éducation est interdite aux filles et aux femmes, affirme que les femmes, lorsqu'elles sont éduquées, elles sont plus difficiles à se mettre avec une arme. Si elle se fait prendre par les autorités, la sanction sera là. Autre exemple de résistance, Adelac, en 2023, descendait dans la rue pour manifester contre le régime en place, en réclamant paix, travail, liberté. Adelac, malgré les violences faites sur ces femmes, a battu, brûlé, emprisonné, gazé, décapité, a continué à se faire entendre jour après jour. Voici ce qu'a dit Melissa, actrice américaine en 2024, lors d'une réunion de l'ONU suite à une nouvelle interdiction.
Un écureuil a plus de droits qu'une fille, car là-bas, les parcs publics ont été fermés aux femmes et aux filles en Italie porte. Ces femmes souhaiteraient à coup sûr être des écureuils. Et puis, il y a ces variantes entre les deux, avec cette vieille tradition qui le passe à poche. Où dans des familles où ne naissent que des filles, le père en éduque le comme un garçon. Et, comme un garçon, elle paye à l'école, jouer dans la vie, avoir une certaine liberté. Mais, tout s'arrête dès l'incuberté, où heureux de faire folle et souffrance. Comment s'y plier lorsqu'on a goûté à une telle liberté? Il y a tant d'autres exemples d'injustice que subissent ces femmes. Mais, tant que les talibans seront au pouvoir, rien ne pourra changer. D'autres victimes, toujours des femmes, dans d'autres pays comme en Iran, où là, la situation est similaire, mais accentuée par la guerre. Applaudissant et admirant ces femmes qui ont toutes fait part d'une forme de résistance. Manichat Talash, membre de l'équipe olympique, qui alerte sur la liberté des femmes en Afghanistan. Ou encore, Zernoun Safi, ancienne parlementaire et militante sur les droits des femmes en exil. C'est comme ça, chacune qui résiste d'une manière différente, que l'on peut faire changer et bouger les lois que les talibans leur imposent. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Mesdames, Messieurs, regardez-les un instant. Oui, imaginez-les. Tous ces élèves qui, chaque matin, entrent dans une salle de classe avec une promesse dans les yeux. Une promesse d'avenir. Certains rêvent de devenir scientifiques, artistes, ingénieurs, d'autres encore médecins, et comptent sur l'école pour les aider à y parvenir. Mais notre système éducatif est-il réellement adapté à leurs rêves et à leurs ambitions? L'école devrait être un lieu d'égalité des chances, un endroit où chacun peut développer ses talents et construire son avenir. Pourtant, vous le savez, vous l'avez vu, peut-être même vécu, la réalité est bien différente. Certains apprennent en pratiquant, d'autres en créant, d'autres encore en échangeant. Alors pourquoi leur demander de tous suivre exactement le même modèle? À force de vouloir faire entrer tous les élèves dans le même moule, que faisons-nous? Nous en disons certains, nous en décourageons d'autres et nous en perdons beaucoup trop. Permettez-moi une image. Peut-on exiger d'un singe et d'un poisson qui grimpent tous deux au même arbre de la même manière? Évidemment que non. C'est pourtant souvent ici que notre système éducatif traite les étudiants, comme s'ils avaient tous les mêmes capacités et les mêmes chemins pour réussir. Prenons l'exemple des élèves en situation de handicap, dont beaucoup ne sont pas scolarisés chaque année, ou seulement quelques heures par semaine. Vous n'imaginez même pas à quel point les démarches sont un véritable parcours du combattant pour les parents. Je veux que vous pensiez à Leïna, 12 ans, atteinte du syndrome de Rett. Sa mère, Sandrine, témoigne de la situation. C'est une souffrance au quotidien. Pour ma fille, mais aussi pour nous, en tant que parents. À une semaine de la rentrée, Leïna n'est toujours pas inscrite au collège, malgré les démarches engagées. L'attribution d'une ESH s'est révélée insuffisante. Une enfant qui attend, une famille qui lutte, une institution qui tarde à répondre. Et pourtant, cette situation est loin d'être un cas unique. En France, chaque année, entre 40 000 et 70 000 enfants handicapés ne sont pas scolarisés. Il est ici le problème. Moyens inadaptés, manque de personnel qualifié. Face à cela, pouvons-nous réellement dire que notre école est inclusive? Et ce malaise, vous le ressentez aussi. La société tout entière le ressent. Plus d'un Français sur deux juge notre système éducatif mauvais. Plus d'un sur deux. Ce n'est plus une critique isolée. C'est un constat collectif. Mais le problème ne s'arrête pas là. L'organisation scolaire française n'est pas seulement médiocre au niveau de l'apprentissage, elle est aussi en inadéquation avec les besoins fondamentaux des jeunes. Regardez-les, tous ces élèves qui rentrent chez eux le soir, déjà épuisés après une journée de cours, d'efforts et de concentration. Pourtant, leur journée est loin d'être terminée. Les devoirs les attendent encore. 1 heure de travail supplémentaire, parfois même plus,
alors que leur esprit est déjà épuisé. Ils travaillent le jour, ils travaillent le soir, mais vivent-ils encore? Un élève fatigué n'a plus envie d'apprendre. Et ailleurs, nos voisins européens ont fait d'autres choix. Il suffit d'observer leur système scolaire, où leurs élèves obtiennent de bien meilleurs résultats que les nôtres, grâce à des journées moins chargées et mieux réparties au fil de l'année. Prenons l'exemple de la Finlande, pays où les élèves travaillent en moyenne 20 heures par semaine, contre 27 heures en France, et qui, étonnamment, obtiennent de bien meilleurs résultats. Alors pourquoi ne pas prendre exemple sur tous ces pays? L'Allemagne, la Suisse, la Norvège ou encore l'Estonie. Tous ces pays qui font de l'éducation une priorité, qui investissent pour offrir à leurs élèves un environnement propice à l'apprentissage. Mais il y a un autre point, plus discret, presque invisible, et pourtant décisif. Notre manière d'évaluer. Oui, vous qui m'écoutez, soyez honnêtes. Aujourd'hui, l'école chiffre, classe, compare. Un élève devient une note, un nombre. Mais peut-on réduire un être humain à un chiffre? Peut-on noter la curiosité, la créativité, la persévérance? À force de vouloir te quantifier, on enferme. On enferme dans des cases, des moyennes, des jugements. Puis s'instruire devient une peur. Est-ce vraiment cela? Apprendre. Apprendre, c'est essayer, se tromper, comprendre et recommencer. Car l'école a aussi pour mission de transmettre les valeurs de la République. L'égalité, le respect de chacun et la formation des citoyens de demain. Alors, mesdames, messieurs, il est temps de changer de regard. Évaluer autrement, c'est valoriser le progrès, promouvoir les efforts et redonner confiance. Car au fond, que voulons-nous former? Des élèves qui récitent ou des élèves qui réussissent? Des élèves qui obéissent ou des citoyens qui comprennent? Je vous laisse avec ces interrogations. Mesdames, messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que la répartition des professionnels de santé en France est très inégale. En effet, 10 à 12 millions de Français vivent dans un territoire qualifié de sous-doté. Dans certaines zones rurales, moins de 80 médecins sont présents pour 100 000 habitants. Tandis que dans les grandes villes, ce chiffre atteint 300 à 350 médecins. Ce déséquilibre entraîne des délais d'attente plus longs, mais surtout une aggravation des inégalités entre les territoires. De vous à moi, nous sommes d'accord pour dire que cette situation est complètement anormale. Dans certains départements ruraux, plus de 40% des médecins ont plus de 60 ans, ce qui pose un problème de remplacement à court terme. Depuis 15 ans, les inégalités d'accès aux soins s'aggravent, notamment à cause du faible taux de réussite au concours de médecine, du vieillissement des médecins et du manque d'installation en zone rurale. Dans les territoires isolés, il faut souvent parcourir 30 à 50 km pour consulter un spécialiste. Les difficultés sont beaucoup plus accrues pour les personnes âgées, les personnes sans véhicule, les familles modestes. Pouvons-nous parler d'égalité lorsque certains doivent parcourir des dizaines de kilomètres pour consulter un médecin? En France, les médecins sont libres de s'installer. Cela signifie qu'ils peuvent choisir leur type de cabinet, leur lieu d'exercice et leur zone géographique. Nous comprenons que les médecins choisissent de vivre au bord de la mer et dans les vides, mais au prix de laisser des individus souffrir de maladies dégénératives, incurables, aiguës dans les déserts médicaux. En comparaison avec les enseignants, les policiers, les salariés du service public, ceux-ci sont affectés par l'État selon les besoins. Ce système permet une présence scolaire et policière sur l'ensemble du territoire. À l'inverse, pour les médecins, aucune obligation n'est observée concernant le lieu d'exercice. Ainsi, certains espaces se retrouvent donc sans offre de soins. Vous n'êtes pas sans savoir
que même lorsqu'il y a des médecins présents sur un territoire, l'accès aux soins peut être bloqué. 60 à 70% des médecins généralistes refusent de nouveaux patients en tant que médecins traitants, en raison de leur patientèle déjà très importante. Mais en conséquence, les patients se retrouvent sans médecin et ont des difficultés pour le suivi médical et donc pour leur santé. Afin de réduire le problème des déserts médicaux, il serait juste et nécessaire de rendre obligatoire l'exercice de la médecine dans ces territoires sous-dotés pendant 5 années après obtention du diplôme. 5 années pour soigner. 5 années pour exercer. 5 années pour rétablir l'égalité entre les citoyens. Et si, au terme de cet engagement, le médecin choisit de rester sur le territoire, alors son salaire devrait être valorisé. Se soigner ne devrait jamais être un luxe. Nous devons agir pour garantir à tous l'égalité aux soins. Je vous remercie. En Arabie Saoudite, Aïd Badami juge peine de 10 ans de prison, 3 mois ouvert et de Dieu des Baptistes. Dans un royaume totalement verrouillé. En Russie, s'exprimer librement, c'est mettre sa vie et sa liberté en danger. En effet, sur l'indice de liberté de presse, le pays est à 68 sur 100, 100 étant la répression. Le simple fait d'exprimer une opinion, de chercher à diffuser une information, peut mener en prison et même pire. Malheureusement, les restrictions ne se limitent pas au régime autoritaire, et partout, on observe des reculs de ces libertés, souvent sacrifiées au nom de la sécurité, des traditions nationales et religieuses. Aucune région du monde n'est épargnée. Quant aux États-Unis, la liberté d'expression a été poussée à son paroxysme et contribue maintenant à une désinformation massive, aidée en cela par le développement des réseaux sociaux. En effet, selon la juriste Anne Dessine, la liberté d'expression aux États-Unis est devenue l'ennemi du pluralisme et un danger pour la démocratie. Car oui, le premier amendement à la Constitution des États-Unis interdit à l'État de porter atteinte à la liberté de presse, d'expression et religieuse. Cela veut donc dire qu'il est possible de proférer des propos racistes et antisémites sous le parapluie protecteur du premier amendement. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé en 2016 avec l'affaire du Pizzagate. Les citoyens ont lancé une rumeur selon laquelle un réseau de pédophilie se tenait dans les rangs du Parti démocrate, ce qui a considérablement influencé l'opinion des gens durant les élections présidentielles. Et ce manque de vérité engendre souvent des incompréhensions, voire de la haine chez certaines personnes. Les événements qui se sont déroulés il y a quelques semaines vous le confirment. En effet, des agents de l'ICE ont abattu Alex Preti, un infirmier de 37 ans, dans une manifestation, alors que celui-ci ne manifestait aucun signe de violence. Cela a donc suscité l'attention de tous les médias qui se sont empressés de relayer l'information dans le monde entier. Pourtant, des circonstances aggravantes présentées par l'administration Trump ont quasiment justifié ce crime totalement arbitraire. Les réseaux sociaux ont donc en partie contribué à dédramatiser cette affaire. Ils peuvent donc être une arme utilisée par les gouvernements pour faire accepter une idée à leur population. Ils peuvent donc nuire à la démocratie et, in fine, à la liberté d'expression. Heureusement, des voix célèbres contre cette injustice, comme celle de Barack Obama, qui a appelé chaque citoyen à se lever contre l'injustice et pour la vérité. En effet, le traitement de l'information de l'homicide d'Alex Preti lui a semblé si malhonnête qu'il est sorti du silence. Et il est vrai que dans un pays aussi clivé que les États-Unis, sa voix compte, car elle est reconnue. Alors me direz-vous, la liberté d'expression est-elle une utopie? D'un côté du monde, elle est impossible, de l'autre, elle s'autodétruit. Que faut-il faire? Eh bien, malgré tout, elle mérite d'être défendue, car c'est grâce à elle que le débat a lieu et que les choses peuvent évoluer. Même si les États doivent constamment s'adapter aux différents facteurs qui la menacent, comme l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux actuellement. En effet, il faudra peut-être un jour privilégier d'autres médias plus fiables et certainement plus lents, comme la presse par exemple. Face aux bouleversements liés au développement du numérique, le défi pour les États est donc d'adapter leur cadre réglementaire afin de concilier liberté d'expression et dignité des citoyens. Pour qu'un jour, chacun puisse s'exprimer librement, comme je le fais maintenant. Merci. Merci. Alors, d'une longue période électorale pour la France qui a déjà débuté,
Mais ne doutez pas qu'au cours de cette campagne de plus de 18 mois, l'une des principales préoccupations des Français sera l'insécurité. Pour beaucoup, c'est une urgence, mais pour d'autres, ce n'est qu'un simple détail. J'ai décidé d'aborder ce sujet, car il nous concerne tous. Vous, zéro. L'insécurité est le contrat dans la sécurité, lequel peut être défini par la sûreté de sa personne et donc l'absence de tout danger. Nous permettre de vivre dans la sécurité est une mission importante de l'État. Effectivement, en 1748, Montesquieu a défini ainsi: la liberté politique consiste dans la sûreté. Sachez également que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 traite des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, qui sont la liberté, la propriété, la résistance à l'oppresseur et la sûreté. Oui, mesdames et messieurs, un droit naturel imprescriptible. Puis, souvenez-vous de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'article 3 signale que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Aussi, souvenez-vous de ceci: toute forme d'insécurité peut être considérée comme inconstitutionnelle, car plus que de simples faits qui s'appuient au gré d'une triste litanie, cette insécurité contrevient au principe même des droits de l'homme. Je pourrais vous parler des insécurités routières, sanitaires, alimentaires, psychologiques, symboliques, numériques, socio-économiques. Et je préfère vous prouver que notre protection contre l'insécurité due à la violence n'est pas effet. En effet, les chiffres relevés par le ministère de l'Intérieur en l'année 2025 parlent d'eux-mêmes. 132 300 victimes de violences sexuelles, 473 000 victimes de violences physiques, 538 600 destructions et dégradations volontaires, 1 346 000 victimes d'infractions de toute nature. Et tout ceci en l'espace de seulement 365 jours. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ces faits, comme nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas entendre un cri d'en haut. Mais à qui la faute? Ce qui est demandé à l'État, ce n'est pas de lutter contre le destin, mais de faire en sorte que ce droit naturel imprescriptible soit une réalité concrète, que nous puissions tous circuler librement, partout et à toute heure du jour et de la nuit, sans craindre qu'un viol, qu'un coup de couteau, qu'un téléphone ou un sac arraché, ou encore un passage à tabac, ou bien un lynchage en pleine nuit, qui confirmerait ce fameux sentiment d'insécurité. Qui peut justifier tout cela sous le seul angle du destin? Cet argument de l'activiste souveraineté consiste à montrer certaines réalités de notre époque sous prétexte qu'elles sont intemporelles. Comme, il y a toujours eu de la violence, les lieux des villes autrefois la nuit étaient un véritable coup de gorge. Et alors? Poussons donc cette logique plus en avant, parce que bien des horreurs sont déjà écrites dans nos ouvrages historiques ou relatées dans de nombreux romans du passé. Il ne faudrait pas s'offusquer, aujourd'hui, ces descriptions hallucinantes qui remplissent le rapport Epstein. Violer des enfants jusqu'à la mort appartenait déjà aux cruautés qui ont rendu tristement célèbre Gilles de Rue, et peut également se lire dans le Marquis de Sade. Alors pourquoi? Oui, pourquoi tous ces délits ne devraient-ils pas nous soulever le cœur en 2026? La question mérite malheureusement d'être posée, car la française Jessie Orion a récemment publié une témoigne, Cobraqueur, décrivant des abus sur les enfants, comme notamment le viol chez leurs nourrissons de 4 mois jusqu'à ce que mort s'ensuit. Tout cela serait-il devenu normal au XXIe siècle? Donc, parce que ces frères, qui? J'affirme que le coupable et l'agresseur est seulement lui. Dans toutes ces affaires, qui est la victime? J'affirme que la victime est la personne agressée et seulement elle. Dans toutes ces affaires, qui est le responsable? J'affirme que le responsable est l'État et l'ensemble des pouvoirs publics, car c'est à eux d'assurer la sécurité des citoyens des que sa France. Pour conclure, je citerai l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Toute personne a droit à ce que règne sur le plan social un ordre tel que les lois et libertés énoncées puissent y trouver pleine vie. Ce n'est pas une affaire de parti politique ni
de plan idéologique, mais bien une affaire collective qui nous concerne tous. J'ai peur. Je veux pas y aller. Ce sont des phrases bien trop dites par des jeunes avant d'aller à l'école. Pourquoi vous comptez ces phrases? Vous, parents, enseignants, ou même camarades. Vous êtes-vous déjà interrogé sur ces mots répétés chaque matin par cela connaissance? D'après un sondage de l'UNICEF, 44% des collégiens âgés de seulement 12-13 ans ont déjà prononcé l'une de ces phrases avant d'aller à l'école. D'après ces élèves, ce sera à cause du stress subit à l'intérieur de leur établissement scolaire. Mais savez-vous ce qu'est le stress? Le stress est une réponse naturelle, instinctive, qui a pour but initial de nous aider à réagir face à des situations potentiellement dangereuses ou difficiles. Ces jeunes ressentiraient donc cette sensation qui engendrerait des échecs au niveau scolaire, des comportements antiscolaires, ou même des attitudes potentiellement dangereuses, comme la mutilation, ou plus grave, le suicide. Comme vous l'avez compris, beaucoup d'étudiants sont atteints d'échecs scolaires, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à atteindre les connaissances et compétences attendues, souvent liées à des complexes. Ces complexes, ces doutes, ces peurs, varient selon la personnalité de chacun. Leurs causes peuvent être variées, comme la prise de parole en public, les heures obligatoires, la peur du regard et du jugement des autres. Cela peut être également les notes, le suivi de l'établissement dans lequel nous sommes, ou même des parents. Chacun est différent, d'accord. Mais est-ce acceptable qu'ici, en France, en 2025, 88% d'étudiants français ressentent de l'angoisse à cause des études? L'adolescence est une période de doute, une période de découverte de soi et de transition vers la vie d'adulte. L'école peut justement aggraver les sources d'angoisse liées aux problèmes extérieurs, souvent méconnus de l'établissement. Elle peut donc pousser les jeunes à avoir de mauvais comportements, comme par exemple l'agressivité envers le personnel ou les élèves, le travail non fait, les cours séchés. Elle peut aussi favoriser le décrochage scolaire, comme les 100 000 élèves recensés en 2023, soit 1000% des jeunes âgés de seulement 18-24 ans. Prenons l'exemple d'un lycéen de 17 ans, qui a tenté de se suicider dans l'internat de son lycée. Ce jeune a dit ceci: à mon arrivée au lycée, j'étais souvent confronté à des épisodes dépressifs assez forts. J'étais incapable de travailler chez moi et à l'internat. J'avais un cours avec la boule au ventre. Et souvent, je séchais. La réponse du lycée face à ça a été de le sanctionner pour ses absences et le travail non rendu. Il continue son témoignage en disant que l'infirmière scolaire le menaçait de l'exclure s'il recommençait à se mutiler. Pourquoi l'établissement n'a-t-il pas réagi, allez-vous me dire? C'est peut-être lié à un manque d'information et de communication entre l'élève, le personnel du lycée et sa famille. La pression scolaire touche tout le monde, garçons et filles. De nos jours, 17% des lycéens en sont victimes. Les filles sont entre les ententes contradictoires de l'excellence académique, me dit la féministe Irène Garcia-Moula. Or, les garçons sont toujours représentés comme les moins bons, les moins sérieux. Alors que si l'on regarde aujourd'hui, dans une classe mixte de 30 élèves, nous pouvons justement prouver que le contraire existe. Si l'on peut dire, la pression scolaire est une maladie, qui peut se soigner que si l'on est aidé, comme dans toutes les maladies. Mais si nous ne les aidons pas, si nous les abandonnons, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes en France, ils finiront, dans les cas les plus graves, par se mutiler ou se suicider. La santé mentale est un enjeu fondamental aujourd'hui dans nos sociétés. Et nous devons nous montrer fraternels et aidants envers les plus souffrants. Mais heureusement, aujourd'hui, il existe des associations et des numéros de téléphone pour aider ces jeunes à mieux vivre les étapes difficiles rencontrées pendant leur scolarité. Comme les santé jeunes, le numéro 3114.
Aujourd'hui, les choses changent, ainsi que les générations. Et la fraternité n'est pas un lieu. Donc, parents et enseignants, soyez à l'écoute des jeunes et essayez de les comprendre et de les accompagner afin de pouvoir les guider dans les étapes difficiles rencontrées pendant leur scolarité. L'adolescence n'est qu'une tempête mouvementée prise dans les contraintes de la vie active. Alors aidons tous ces jeunes, même dans l'année, afin qu'ils puissent graver cette tempête dans le calme et la sérénité pour leur permettre d'avancer. Merci. Fermez les yeux un instant et imaginez dans un jardin. Dans ce jardin, chaque être humain symbolise une fleur différente. Certaines sont rouges, d'autres en bleu. Certaines sont petites, d'autres grandes. Mais imaginez un instant un jardin sans diversité, où un seul type de fleur aurait le droit d'exister. Ce jardin aurait-il conservé sa beauté? Refuser la différence, c'est arracher des fleurs à ce jardin. Refuser la différence, c'est appauvrir. C'est dans les années 1930 que l'histoire a su nous le prendre. Un nom vient sur ma tête. Celui d'un dictateur. Celui du surnommé le Führer. Adolf Hitler. Lui qui à cette époque a fait de l'intolérance une idéologie. Et de cette idéologie est née la barbarie nazie. Et si son nom nous glace encore aujourd'hui, c'est parce qu'il nous rappelle un constat magique. Lorsque la tolérance disparaît, l'humanité est capable du pire. Des milliers de camps et de lieux de détention nazis ont vu passer près de 11 millions de personnes, comprenant les handicapés, les Polonais, les homosexuels, les témoins de Jéhovah et bien sûr les Juifs. Depuis 1904, l'humanité a connu plus de 8 génocides, condamnant des millions de personnes innocentes. Des organisations bâties sur la haine, entretenues par la terreur et nourries par le mépris. Basées sur une hostilité absurde et inhumaine, condamnant des personnes non pas pour ce qu'elles ont fait, mais simplement pour ce qu'elles sont. Tous ces individus, toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces enfants furent déportés, fusillés, assassinés, violés, gazés, massacrés, exterminés, privés de leur nom, de leur dignité, de leurs droits, de leur voix. Il ne leur restait plus que leur pensée, leur rêve. Seul refuge qu'ils aient d'atteindre. Tout ça, toute cette déshumanisation, on en doit au mille. Mais peut-on vraiment parler d'humanité, de fraternité et d'égalité lorsque l'on y a d'autres le droit même d'exister? Et pourtant, cette haine n'a pas disparu depuis la chute du régime nazi. Elle s'est faite plus discrète. Elle a changé de visage. Elle s'est faite plus silencieuse. Mais elle reste toujours présente autour de nous. Aujourd'hui encore, trop de personnes sont rejetées, insultées, humiliées, harcelées, discriminées, jusqu'à porter en elles une souffrance, voire même une conseil psychologique, quitte à mettre fin à leur jour. Et ce n'est pas forcément lié au racisme, mais à la discrimination sur d'autres critères. C'est le cas de Marion Fraisse, qui se donna la mort suite au harcèlement scolaire qu'elle subissait depuis plusieurs années, à 13 ans. Dans le monde, plus de 720 000 vies s'éteignent par suicide, tandis que des millions d'élèves subissent le harcèlement scolaire. Ces personnes, elles deviennent la cible de moqueries, dans la vie, comme sur les réseaux sociaux, et ces réflexions impactent leurs études et leur vie sociale. La tolérance paraît être un mot simple, presque banal, mais c'est bien plus que ça. C'est un pont qui relie les cultures, les croyances, les différences. C'est de la solidarité, ça aborde de l'empathie. C'est accepter le monde et les personnes qui nous entourent, quelle que soit leur apparence physique, leur religion ou encore leur orientation sexuelle. Et c'est finalement accepter ce qu'elles sont. Parce qu'au fond, être tolérant, c'est laisser toutes les fleurs du jardin pousser librement. Et je terminerai par une citation de Mahatma Gandhi, qui, je l'espère, marquera vos esprits.
La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. Je laisse méditer sur ces... La scolarité française. Jeudi, 6h30. Une violente pluie se mêlant au vent froisse sa fenêtre. Le réveil vient battre ses tapants. Il se lève. Sa migraine le fait souffrir un matin de plus. À 8h, début des cours. À 17h30, fin des cours. La fin de la journée n'arrive qu'à 19h. Et ce rythme délirant, c'est celui qui dicte la vie de tous les élèves en France. Ça vous parle? La scolarité française. Bien sûr, on peut d'abord penser à une école sur laquelle on s'appuierait pour s'envoler vers la réussite. On peut également y voir une forme de rassemblement social où chacun se trouve des amis. Et on peut également assimiler l'école à un lieu où les élèves sont retenus sur leurs chaises des journées entières. Un lieu en lequel de nombreux élèves ont perdu espoir. Et puis un jour, on remarque les premières inégalités. Pourquoi ce monsieur d'ordre? Pourquoi ce garçon est maltraité par ses camarades? Pourquoi l'école montre des meilleurs et des moins bons? Enfin, je veux dire, on est tous égaux au départ, non? À l'école primaire, on nous parle de liberté, d'expression de soi, d'épanouissement face aux apprentissages. Puis, vient le collège. L'anxiété sociale, certainement, entre ses griffes. Les journées paraissent rallongées. L'aigreur affecte autant les élèves que les professeurs. Plus personne ne vient par envie, mais plutôt par devoir. Ce devoir qui entraîne la plupart d'entre nous jusqu'à sa mort. Et oui, réfléchissez bien. Chaque journée obligée au travail, chaque réveil trop brusque avec des jambes nous paraissant plus lourdes que la veille, et ces notes incessantes pour savoir qui a le mieux réussi. Moi, plus tard, je serai médecin. Non, tu n'as pas les notes courtes. Tu finiras donc caissier au McDo. Voilà à quel fil tient notre rêve. Une moyenne imaginaire composée de notes imaginaires basées sur des principes imaginaires. Et cela va d'ailleurs créer un écart scolaire massif entre les différentes classes sociales. Pour vous dire, c'est environ 73% des enfants nés dans des familles de cadres supérieurs ou de professions intermédiaires qui peuvent accéder aux études post-bac. Là où seulement 41% des enfants d'ouvriers ou d'employés peuvent en profiter. Et j'ose donc vous demander, d'après vous, la France se soucie-t-elle réellement de ces inégalités? Cela fait maintenant 8 décennies que notre système scolaire est qualifié de souffrant. Et quoi? Ne réagissez donc pas? 8 décennies, 80 ans, 4 générations et pourtant aucune amélioration majeure n'a vu le jour. Examinons rapidement mon cas. J'aimerais devenir vétérinaire. Si je ne compte pas l'école primaire ainsi que la maternelle, c'est jusqu'à 14 ans d'études qu'il me faudra mener pour arriver à mon but. Et après, on s'étonne de moins en moins d'élèves à effectuer des études poussées. Mais bon, je vous rassure, les résultats scolaires français s'améliorent et se perfectionnent. Enfin, de manière décroissante. Et oui, d'après l'étude PISA, les élèves français obtiennent chaque année des résultats plus mauvais. Et en plus de ça, le bonheur est d'un absentéisme grandissant. Que demander de plus à notre belle France? Mais bon, cet échec est sûrement lié à ces ados qui ne font pas l'effort de surmonter une petite pression. Cette pression qui vous ronde de l'intérieur des nuits. Est-ce que l'on a, ne serait-ce qu'une idée du nombre d'Einstein encore, de Marie Curie qui n'ont pas pu voir le jour à cause de cette pression? Cette dernière n'est qu'un obstacle à l'emploi vers notre rêve. Donc voilà pourquoi nous, élèves français, ne pouvons qu'être en désaccord avec l'école française. Un système censé former des citoyens tous également armés face à la vie ne fait qu'engraisser cet écart entre les différentes classes sociales. Et voilà. Ma plaidoirie touche maintenant à sa fin, et le combat qu'elle défend ne s'arrêtera pas pour autant. Cette bataille que les élèves français mènent contre le système scolaire français et ses inégalités dure depuis bien trop longtemps, sans que nous soyons plus en compte dans la balance. Donc certes, la France a gagné cette bataille, et pas la guerre. Et cette guerre, vous vous devez de la mener avec vous. Et je vous pose donc cette ultime question, qu'êtes-vous prêt à faire pour aider vos enfants? Quand on est enfant, on nous impose très tôt une règle invisible. Le rose, c'est pour les filles, le bleu pour les garçons. Mais depuis quand une couleur a-t-elle un genre? Regarde autour de vous. Depuis l'enfance, tous sommes déjà décidés à notre place. Les filles jouent à la poupée. Les garçons du voiture. Les filles font de la danse classique. Les garçons du football.
Les filles seront bien sages, les garçons Turbulent. Ces détails peuvent sembler anodins, et pourtant, ce sont ces petites idées répétées qui définissent notre vision sur le monde. Et je vais vous le montrer. Le sexisme, c'est une discrimination fondée sur le sexe d'une personne. On pense souvent qu'il ne concerne que les femmes, pourtant, les hommes aussi en subissent les conséquences. Dès l'enfance, on attribue des rôles différents aux filles et aux garçons. Et peu à peu, ces idées deviennent des habitudes, puis des réflexes, jusqu'à paraître banales. Prenons un exemple que nous connaissons tous, le monde du travail. Soyons honnêtes. Aujourd'hui encore, certains métiers sont considérés comme masculins, d'autres comme féminins. Comme si les compétences avaient un genre. Être ingénieur, mécanicien ou chef de chantier ne devrait pas dépendre d'un sexe. Tout comme être infirmier, enseignant ou aide-soignant. En France, les femmes n'ont besoin que 23% des sapeurs-pompiers civils. Certaines disent même craindre le regard de leurs collègues lors d'intervention, simplement parce qu'elles sont des femmes. Et ce n'est pas à ces détails. C'est une réalité. C'est notre réalité. Les inégalités ne sont pas, elles se retrouvent aussi dans les salaires. En France, les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes à un travail égal. Une différence bien réelle et surtout une injustice qui persiste. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Le sexisme ne se limite pas aux chiffres. Il se glisse certainement des phrases du quotidien. Les femmes seraient trop émotives. Certains métiers seraient trop difficiles pour elles. Les hommes, eux, devraient être forts. Ne pas pleurer. Ne rien montrer. Ces stéréotypes peuvent vous enfermer chacun dans un rôle, sauf que nous ne sommes pas du théâtre. Sauf que nous ne sommes pas des personnages. Certains diront peut-être que tout cela appartient à mon passé. Mais les faits montrent bien le contraire. Parlons maintenant des droits. On nous porte une liberté, d'égalité, de fraternité. Mais où est cette devise Car nous en aurons réellement besoin. En 1948, le suffrage universel est proclamé. Mais uniquement pour les hommes. les femmes? Peut-être en 1944 pour voter. Presque un siècle plus tard. Et ce n'est pas tout. Jusqu'en 1965, une femme mariée ne pouvait ni travailler, ni ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. C'est comme s'il n'avait pas le droit d'avoir une vie autonome. Et c'est injuste. C'est même intolérable. Encore aujourd'hui, certains rôles restent très marqués. Prenez le congé parental qui existe pour les deux parents, alors que ce sont majoritairement les femmes qui le prennent. Comme si s'occuper des enfants leur venait naturellement, alors qu'un enfant, ça a deux parents. Mais les habitudes la dent dure, les clichés également. Puis un jour, sans même se rendre compte, on les accepte. Et à partir de là, ils deviennent des règles, construites, acceptées, ancrées. Mais ce qui a été construit peut être déconstruit. Lutter contre le sexisme, ce n'est pas seulement défendre les femmes, ou bien les hommes. C'est permettre à chacun d'être libre. Libre de choisir. Libre d'être soi-même. Sans être enfermé dans un rôle imposé. Alors aujourd'hui, la question n'est plus seulement de savoir comment lutter contre le sexisme, mais plutôt, allons-nous réellement continuer à subir ces inégalités? Ou allons-nous en fait décider de les changer? Ensemble, maman. Vous appelez de la dame la proie? C'est passé pendant l'école. Avez-vous prêté attention à cette petite fille, en comptant ses lunettes à 100 mètres? À ces jeunes garçons dont le rire se faisait entendre de l'autre bout de la rue? Ou encore aux autres, qui rentraient chez eux, main dans la main? Ils sont jeunes, apprenants, ils ont un avenir, ils sont ma vie. À présent, en Inde, au sein d'une zone industrielle, cette jeune fille, seule, a suivi un Dieu. Elle ne parle pas, elle vit loin de sa famille, elle ne pourra raconter sa journée, ni les agressions quotidiennes qu'elle subit au travail. Au Burkina Faso, c'est dans la poussière étouffante de la nuit que la vie de ces jeunes garçons, silencieux, est décédée. Ou encore au Mali, dans son fer, c'est le travail inapproprié et le soleil de plomb qui force les enfants à se soutenir pour tenir debout. Ils sont épuisés, ignorants. Ils enverront leurs minces salaires du mois à leur famille. Ces enfants-là, vous l'aurez compris,
travaillent. Ils ne sont malheureusement pas des cas isolés. Ils font partie des 138 millions d'enfants impliqués dans le travail dans le monde. C'est une violation de leurs droits. Une violation des droits de 138 millions d'humains considérés comme des outils. Car où est la notion d'égalité entre ces enfants effectuant leurs tâches pour subvenir aux besoins de leur famille et les enfants de familles aisées? Où est le droit à l'identité lorsque l'absence de certificat de naissance facilite le travail illégal? Où est le droit à la liberté lorsque certains sont enlevés pour faire office de soldats ou d'esclaves? Où est le droit à la santé lorsque l'exposition aux poussières et aux produits chimiques ronge leurs poumons? Où est le droit au loisir et à l'éducation lorsque leur activité les empêche de poursuivre une scolarité normale et de choisir l'avenir? Ces droits sont ceux de l'enfant, de tous les enfants. Alors pourquoi? Pourquoi ceux qui vivent en Afrique subsaharienne représentent à eux seuls près des 2/3 des cas de travail infantile dans le monde? Certains n'ont jamais passé la porte d'une salle de classe. D'autres ont arrêté l'école bien trop tôt, faute de moyens pour les frais de scolarité, faute de routes sécurisées pour s'y rendre, faute d'établissements suffisamment proches pour s'y rendre à pied. On parle ici d'un système éducatif défaillant, aggravant cette constellation, et d'un marché de l'emploi qui n'hésite pas à exploiter une main-d'œuvre bon marché, vulnérable, parfaite pour effectuer les tâches les plus pénibles, pour vos sabots de défloi, pour leurs supérieurs. Mais, pourtant, sachez que pour l'Afrique subsaharienne, l'abolition du travail infantile vous provoque un bénéfice financier net de 555,4 milliards de dollars, contre un coût de 131,5 milliards de dollars. Au vu de ces chiffres, l'exploitation faite aux enfants apparaît donc totalement illégitime, au-delà des faits moyennes. Malgré tout, cela ne s'arrête pas là. Car le travail infantile se présente aussi sous une autre forme. Plus dangereuse, plus inhumaine, encore plus invisible. Dans le monde, des enfants sont à présent esclaves. Sans même savoir pourquoi, car ils ont été enlevés. D'autres sont prostitués à 8 ans, alors qu'on leur avait promis un emploi stable dans une usine. D'autres encore se retrouvent avec une arme à la main, car on a estimé qu'ils feraient de bons guetteurs, ou de bons soldats. Cette forme-là de travail promet des traumatismes et des blessures physiques graves qui engendreront des séquelles à vie, sinon la mort. Et malgré tout ce que je viens de vous dire, vous achèterez sans doute votre prochain bijou en vous disant « Quelle jolie dorure !» plutôt que un enfant est mort, étouffé dans les galeries de cette vie. Vous direz sûrement « C'est pas cher !» devant une t-shirt à 2 € plutôt que l'enfant qui a travaillé ce tissu n'a vu sa mère que 2 fois. Oh non. Vous achèterez sans doute votre prochaine de tablette de chocolat préférée sans vous douter un seul instant que l'adolescent qui a récolté le faible ne sait ni lire, ni écrire. Devant ces achats du quotidien, je vais même vous dire que la personne qui l'a produit ne pourra pas ramener et que vous manquez qu'il s'agit d'un mini avant. Et pourtant, vous ne souhaiterez jamais ce que je viens de vous écrire à un enfant, quel qu'il soit, votre frère, votre fils, votre cousine. Alors, même s'ils font pas faire changer les choses du jour au lendemain, laissez-moi vous demander quelque chose. Maintenant que vous savez tout ça, ne vous laissez plus attirer par ces entreprises aux apparences parfaites ou à ces prix beaucoup trop bas pour être réels, car votre cœur le sait, la vie d'un enfant vaut bien plus cher. Une mère de famille qui doit attendre 3 mois pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Imaginez une personne âgée qui doit faire plus de 40 km juste pour voir son médecin. Et encore, un étudiant qui a peur d'aller chez le dentiste car il ne sait pas s'il va pouvoir payer. Ces situations paraissent un peu choquantes, mais elles ne se passent pas à l'autre bout du monde. Elles se passent ici, en France. On entend souvent dire la France a un des meilleurs systèmes de santé du monde. Et c'est vrai, dans beaucoup des cas, on est bien soigné. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a de très grosses inégalités. Il y a même des déserts médicaux. Ce sont des endroits où il n'y a pas assez de médecins pour la population, comme
certains départements comme la Creuse, des départements encore plus pauvres comme en Seine-Saint-Denis. Obtenir un rendez-vous peut vraiment se trouver très compliqué. Cela peut prendre des semaines, voire des mois. Et certaines personnes ont beaucoup de route à faire. À cause de cela, ils repoussent leurs soins. Par exemple, une patiente de 67 ans expliquait: je dois faire 180 km juste pour voir mon médecin. Elle est suivie pour un cancer du côlon et son médecin traitant l'a envoyée dans un centre spécialisé à Toulouse. Mais les rendez-vous sont rares, la prise en charge est compliquée. Elle en rajoutait aussi: j'ai dû annuler 2 rendez-vous cette année car je ne pouvais pas faire garder mes petits-enfants. À cause de cela, sa prise en charge est longue, ses soins sont repoussés, et cela montre que l'accès aux soins ne devrait pas dépendre de l'endroit où on habite. Mais il n'y a pas que la distance, il y a aussi la question de l'argent. Alors oui, c'est vrai, en France, beaucoup de soins sont remboursés par la sécurité sociale, mais pas tout. Les lunettes, les soins dentaires, et chez certains spécialistes, tout cela coûte cher. Et quand on n'a pas beaucoup de moyens, on réfléchit à 2 fois avant de prendre un rendez-vous. Il y a même des inégalités sociales envers certaines personnes âgées, des personnes en situation de précarité, qui auront plus de mal à avoir un accès aux soins. Par manque d'informations, par des démarches longues et compliquées, ou même juste parce qu'ils ne savent pas vers qui se tourner. Et au fond, l'accès aux soins ne devrait pas dépendre de l'endroit où on habite, ni de sa situation sociale, ou même juste de l'argent qu'on a sur son compte. L'accès aux soins n'est pas un privilège, c'est un droit. Et tant que certaines personnes renonceront à se soigner, on ne pourra pas dire que ce droit est respecté pour tous. Merci de m'avoir écouté. Alors mon chéri, ça s'est bien passé l'école aujourd'hui? Nous tous, en tant qu'enfants, nous avons déjà entendu cette phrase. Et pour certains d'entre nous, cela nous rappelle des souvenirs que l'on aimerait oublier. Car oui, de nos jours, ce qui se passe dans les établissements scolaires n'est plus tolérable, car de nombreux enfants vivent l'école comme une punition, au lieu de le voir comme un lieu où ils apprennent à construire leur avenir. De plus, l'école est un lieu où les enfants doivent s'épanouir. L'école est un lieu où l'on grandit et apprend la vie. L'école est un lieu où les principes républicains doivent s'appliquer. Mais malheureusement, cela ne se passe pas ainsi. La fraternité est absente, la liberté d'être soi-même également, et l'égalité n'est pas représentée. Durant cette période, de nombreux enfants, de primaire au collège, sont au plus bas et finissent par commettre l'irréparable en se donnant la mort pour ne plus subir ce qu'ils ont subi. Prenons un exemple. Aujourd'hui, nous sommes avec un petit garçon qui, comme tous les matins, va à l'école. Mais ce matin, c'est différent. Il est moqué sur sa tenue, sur sa taille, il est même bousculé, se promène des coups dans l'épaule ou derrière la tête. Et en rentrant chez lui, il ne se sent pas bien. Il se sent humilié et n'ose pas en parler à ses parents. Il monte dans sa chambre. Et là, il se retrouve en tête à tête avec lui-même et décide de se regarder dans le miroir. Et se dégoûte. Car oui, c'est ce qu'il se passe dans la tête d'un enfant qui se fait harceler. Cela vous choque? Car oui, on peut bien sûr penser qu'un enfant de cet âge-là ne peut pas comprendre ce qui est en train de lui arriver. Et c'est bien à cet âge-là qu'on est souvent le plus sensible et le plus méchant. Oui, les parents, eux, voient leurs enfants souriants, avec la joie de vivre qu'un enfant devrait avoir. Mais au fond d'eux, ils sont détruits, et passent dans une phase où ils ne voient plus que le mauvais côté des choses. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Je vais vous dire une chose. Vous voyez l'histoire de ce petit garçon? Eh bien, c'est la mienne. Et celle de nombreux autres enfants qui, comme moi, ont vécu cette discrimination à cause de petits détails qui, au fur et à mesure, ont pris une place tellement grande qu'au fond de nous, cela nous rend comme inhumains. Se faire harceler, c'est l'une des choses les plus horribles qu'un enfant puisse subir. Car l'on est mis à l'écart de tout le monde, on est rabaissé et humilié, et ça pousse plus d'un quart des jeunes à se faire du mal ou à se suicider. Franchement, moi, ça me sidère de savoir que le gouvernement français sache le nombre d'enfants
qui se font du mal ou se suicident à cause de ce fléau qu'est le harcèlement, mais ne font pas grand-chose pour aider ces pauvres familles qui chaque jour perdent leurs enfants à cause de leurs camarades parce que le leur est différent. Donc voilà, cela fait maintenant 3 minutes que j'ai commencé cette plaidoirie et pourtant elle ne changera ni votre vie ni la situation actuelle. Sauf si nous nous unissons tous. Merci pas bon. Creuser, c'est dur. La peine est lourde. Je veux juste aller à l'école. Ces mots ne sont pas inventés. Ils ont été prononcés par Musicano Sepio, 8 ans, dans une mine d'or près de Capoeira, au Soudan du Sud. 8 ans. À 8 ans en France, on apprend à lire. À 8 ans, on joue, à 8 ans, on rêve. Alors je vous pose une question simple. À quel âge un enfant cesse-t-il d'être un enfant? Un enfant, normalement, c'est des rires, une cour de récréation des camarades. Et pour des millions d'enfants, l'enfance a une autre forme que celle-ci. Elle a la couleur de l'envoi, l'odeur de la poussière, le poids du thème. Dans le monde aujourd'hui, environ 138 millions d'enfants travaillent. Et parmi eux, 54 millions effectuent des travaux dangereux pour leur développement et pour leur santé, d'après un rapport du ministère de l'Enfance. À 8 ans, l'Oseka, c'était au début, ne récite pas l'alphabet, ne compte pas, n'écrit pas. Mais elle creuse, elle tamise la terre pour trouver de l'or, et elle travaille parfois si tard qu'elle est obligée de dormir pendant la nuit. Chaque jour passé à travailler est un jour d'école perdue, et l'espoir d'un avenir meilleur se réduit de plus en plus. Un enfant, c'est aussi un corps en construction. Les os qui grandissent, des muscles qui se fendent. Pourtant, 61% des enfants travailleurs sont dans l'agriculture, sous une chaleur écrasante, pendant de longues heures. 13% sont dans l'industrie, notamment dans les mines et dans la construction. Ils portent des charges lourdes, respirent des poussières toxiques, risquent des effondrements. Et dans les mines artisanales d'ocre au Soudan du Sud, ils sont trop creusent des galeries étroites, sans protection. Des tunnels s'écroulent, des blessures s'affectent, et personne ne parle d'accident du travail, car on a fini par trouver cela normal. On pourrait croire que ces enfants travaillent pour sortir leur famille de la pauvreté. C'est l'inverse. En effet, si un enfant travaille, tu vas pas à l'école. Sans éducation, il aura pour faire un emploi instable, précaire et mal payé, et ces enfants risqueront de travailler à leur tour. Au Soudan du Sud, la guerre, les déplacements forcés, la destruction des écoles et la pauvreté extrême obligent les familles à envoyer leurs enfants travailler pour survivre. Mais survivre égale souvent sacrifier l'enfance. Le plus dangereux n'est pas seulement l'existence du travail des enfants. Le plus dangereux est que notre monde le permet. Aujourd'hui, des enfants travaillent dans les mines ou dans les champs. Pourtant, nous retrouvons ces produits dans nos téléphones, dans notre alimentation ou dans nos vêtements. Dans les mines artisanales d'or ou dans le sud, les enfants creutent des galeries étroites sans protection. Des blessures s'affectent, des tunnels s'écoulent, et personne ne parle d'accident de travail par quoi cela normal. Ils le font souvent au détriment de leur santé et de leur développement. Mais le problème ne s'arrête pas là. Cet or est ensuite vendu, exporté, puis intégré dans l'économie mondiale. Autrement dit, la chaîne continue jusqu'à nous. Quand nous consommons, sans savoir d'où viennent les ressources, quand les entreprises ferment les yeux, quand les États ne contrôlent pas assez les chaînes d'approvisionnement, nous devenons tous, d'une certaine manière, complices de ce système. Victor Hugo écrivait déjà « Travail mauvais, produit la richesse ancrée en la misère ». Ces mots ont été écrits au XIXe siècle, et pourtant, ils décrivent encore une réalité de notre monde aujourd'hui. Alors je vous repose ma question vive. À quel âge un enfant cesse-t-il d'être un enfant? À 8 ans, qu'il tient une pelle au lieu d'un crayon, qu'il dort dans une mine au lieu d'être dans une maison. Un enfant ne devrait jamais avoir à choisir entre travailler et manger. Un enfant devrait aller à l'école et pas simplement rêver d'y aller. Une société qui accepte que ses enfants travaillent est une société qui accepte qu'on leur vole leur avenir. Et un avenir volé est une injustice que nous n'aurons plus le droit d'ignorer. 600 €, c'est le prix moyen qu'un étudiant paye pour se loyer. 60 €, c'est le prix moyen qu'un étudiant paye pour les transports. 500 €, c'est environ les frais d'inscription qu'un étudiant paye pour ses études supérieures. Or, un étudiant qui travaille gagne environ 450 € par mois. Alors faites le calcul.
Malgré le fréquent des parents, près de 600 000 étudiants français n'ont pas assez d'argent pour finir leurs devoirs. Mais alors que sacrifient-ils à votre avis? Trop souvent, la nourriture est leurs besoins fondamentaux, je dis. Comme le dit une personnalité politique, la pauvreté n'est pas un accident, c'est un système. Tout comme la précarité alimentaire. Un liquide système dysfonctionnant. Et ce système laisse aujourd'hui Des milliers d'étudiants choisir entre se nourrir et étudier. Ce problème ne concerne pas seulement les autres. Il nous ressemble tous aujourd'hui. Alors comment se peut-il que 36% des étudiants sortent fréquemment des repas? Comment se peut-il que 19% ne mangent pas à l'eau fait Et que 20% ont recours aux aides alimentaires? Cette précarité ne sort pas de nulle part. Elle est le résultat des coûts de la vie qui explosent, d'aides insuffisantes et d'un système qui peine à protéger ses étudiants. L'inflation a eu un large impact sur la vie des étudiants, en appuyant sur une augmentation significative des coûts liés à l'éducation, posant ainsi un défi financier supplémentaire pour de nombreuses familles. Cette hausse des coûts peut rendre l'accès à l'éducation plus difficile, en particulier pour ceux issus du milieu moins favorisé. Pour faire face à l'inflation et préserver leur pouvoir d'achat, les étudiants peuvent opter pour des logements plus abordables. ils se tournent vers des repas faits maison plutôt que de manger à l'extérieur, ou encore acheter des biens d'occasion. Les bourses d'études et les aides financières peuvent également jouer un rôle précieux Face à l'augmentation des coûts liés aux études. Et comment n'a pas évoqué la crise du Covid-19? pendant des mois. Des milliers d'étudiants ont perdu leurs petits emplois, souvent indispensables pour payer le loyer et même se nourrir. Pour beaucoup, la pandémie a été une crise sociale et alimentaire. Elle a ainsi révélé une fragilité financière Des étudiants déjà trop présents en France. L'alimentation ne doit pas être une option. Pourtant, Elise, une étudiante de 3e année de licence qui cumule 2 jobs étudiants, nous dit « Malgré les bourses, c'est difficile et mes parents me comme son budget alimentaire ne dépasse pas les 60 à 70 euros par mois. Dans un mois, on peut compter environ 90 repas entre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. On peut donc constater que cette étudiante ne compte même pas 1 euro par repas. L'alimentation ne doit toujours pas être une option. Pourtant, Cali, maintenant, c'est la même histoire. Il faut que je puisse payer mon loyer, ma nourriture. Ce job que j'ai trouvé récemment Me permet de mettre du beurre dans mes épinards. ce qui pour nous, citoyens, est un simple geste normal. Mettre du beurre dans mes épinards représente pour certains étudiants un luxe. Un luxe que beaucoup ne peuvent pas s'accorder. En réalité, Ces deux cas ne sont que des exemples parmi tant d'autres. face à cette précarité, oui, l'État et la France tentent d'agir, mais pas toujours avec succès. En 2014, à Saint-Étienne, une épicerie solidaire est créée, l'Agora. Elle est un lieu qui permet aux étudiants précaires de bénéficier de produits alimentaires et d'hygiène au maximum à 20% des prix standards du marché. L'épicerie pouvait accueillir jusqu'à 200 étudiants. La demande étant trop élevée, le concept est reproduit, mais cela ne suffit toujours pas, la demande est trop importante. Emmanuel Macron, En 2021, fait la promesse aux étudiants boursiers et non boursiers de bénéficier de 2 repas par jour à l'euro. des associations comme des banques alimentaires sont créées partout en France. On en compte plus de 6 000, accompagnés de 100 000 aigris à centre de vie bénévoles. Pour les étudiants, près de 800 résidences du Centre régional des œuvres universitaires et sociales, Aussi appelés CROUS, sont dispersés de partout en France. ces résidences sont très prisées par les étudiants et leurs familles. Mais seulement 175 000 étudiants peuvent en bénéficier, obligeant les autres à se tourner vers le secteur du privé, où les prix dépendent trop souvent de la normale raisonnable pour les étudiants et leurs familles avec de petits budgets. Les étudiants se retrouvent donc dans une impasse. Le loyer ou la nourriture, les études ou la santé. Étudier ne devrait jamais rimer à se priver de manger, jamais. Mais alors, peut-on dire que leur intelligence est la seule richesse? Je pense malheureusement que oui. Le choix est pour la plupart très vite fait. Ils choisissent l'avenir. Le sacrifice temporaire de leur santé pour une vie convenable ensuite. Nous sommes tous d'accord qu'au delà de cette situation ne peut pas durer. Il est inconcevable que ce français Ne mange pas les faits et tant de mal à subvenir à nos besoins. Tout a une limite. Jusqu'à quand tiendra-t-il? La précarité alimentaire n'est pas qu'une question de budget. C'est une question de justice, d'égalité des chances et de fraternité. Une république forte est une république qui protège sa jeunesse, car aider les étudiants aujourd'hui, c'est construire la société de demain. Merci.
Bonjour à toutes et en ce jour, nous nous retrouvons pour parler d'une cause trop importante, la situation de l'handicap. En les temps qui courent, le handicap est perçu comme un problème individuel, comme une défaillance. Il est source de nombreux obstacles qu'on a été parce qu'il concerne. Selon l'association APF France Handicap, le handicap est le premier motif de discrimination en France. Mesdames, messieurs, un premier constat s'impose. Le taux d'emploi est de 51% pour les personnes invalides, contre 70% pour les personnes ouvertes. Les candidates et candidats à l'emploi présentant un handicap reçoivent en moyenne moins de réponses que les autres. N'est-ce pas déjà une raison suffisante pour s'indigner? De plus, les personnes présentant un handicap occupent souvent des emplois à temps partiel, des postes moins qualifiés, voire inadaptés pour eux, comme dans le secteur du bâtiment, du commerce, ou voire du nettoyage. Ne souhaitez-vous pas remédier à ces conditions? Il va donc de soi que de nombreuses inégalités économiques persistent. Le handicap est associé à un risque accru de pauvreté. En France, l'inclusion est un prix, et les entreprises semblent avoir décidé que l'exclusion était plus rare. En effet, les revenus du travail sont bien inférieurs à ceux d'une personne valide. Une personne sur 5 ayant grandi avec un handicap perçoit moins de 10 000 € par an de revenus du travail, contre seulement 1 sur 9 pour une personne valide. Et n'oublions jamais que derrière ces chiffres, des vies s'approchent. La réalité est la suivante. Là où le monde s'ouvre pour vous, il se ferme pour les personnes handicapées. Le taux d'accès aux études supérieures est 2 fois moindre pour les personnes atteintes d'altération motrice. Ou le cas d'altération cognitive, cet écart de chance est multiplié par 2. L'école devrait être la première étape de l'ascension sociale. Or, pour un étudiant handicapé, elle est trop souvent première. Prenons l'exemple de Lucas, un étudiant en 3e année de droit dans une université du sud de la France. Il s'est démené pour une demande toute simple. Bénéficie d'un scripteur pour l'aider dans sa prise de notes. Voici ce qu'il en dit. J'ai dû me battre, me déplacer dans une autre vie. Et puis, à l'université, les référents au handicap sont vacataires, changent tout le temps. Il n'y a aucune politique stable sur le handicap. Je passe plus de temps à me battre pour mes droits qu'à étudier. J'ai l'impression d'être déconsidérée en permanence, regrette-t-il. Le problème n'est pas la volonté individuelle des personnes. C'est le système qui empêche toute avance. Ces déconventions ne dépendent pas des stéréotypes sociaux, des discriminations, mais bien du manque d'accès aux infrastructures, aux espaces publics. Laissez-moi vous dire que le handicap ne se soigne pas, il se respecte. C'est votre peur de l'inconnu qu'il faut reprendre. Il est injuste d'attendre un bus qui ne viendra jamais avec une grande fonctionnaire. Injuste de devoir s'excuser d'exister dans un espace qui n'a pas été pensé pour vous. Injuste de devoir choisir son métier selon l'accessibilité plutôt que selon son talent. Injuste de voir le silence du lendemain et sans l'ordre. L'injustice n'est pas une fatalité, c'est une erreur que nous faisons corriger. Vous allez me rétorquer que l'allocation aux adultes handicapés, les pensions d'invalidité et l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés existent déjà. C'est vrai, mais insuffisant. Les solutions ne doivent pas seulement être techniques, mais aussi morales. Elles ne manquent pas de réflexion, et lente et de volonté. Certes, le secteur du travail protégé est développé. Cependant, nous ne réclamons pas un monde à part pour des citoyens à part. Nous exigeons un monde commun. En réparant ces injustices, vous ne faites pas fabaret. Pour rendre à la République sa promesse de liberté, d'égalité et de fraternité.